Nous allons commencer la deuxième partie de la soirée. Après ces mots de Valérie Masson-Delmotte, climatologue bien connue, importante pour son rôle scientifique, mais aussi pour ses interventions de citoyenne et son attachement à parler bien souvent de l'importance de la démocratie et des risques que font peser sur notre démocratie les attaques contre la science, contre les sciences et notamment contre les sciences du climat. Et ce n'est pas étranger à la discussion que nous allons avoir à partir de maintenant avec donc les deux personnes qui m'ont rejoint sur scène, donc Ashraf Manar. Merci beaucoup d'être venu à la Bellevilloise pour discuter avec nous. Donc vous êtes militant et vous avez notamment créé un collectif Destin Lié, un très beau nom de collectif et qui œuvre à rapprocher, créer des espaces communs entre habitants des territoires urbains, habitants des territoires ruraux, notamment des jeunes, notamment des personnes racisées, victimes de racisme, et pour essayer de casser cette distance terrible entre ville et campagne, où chacun de ces territoires à leur manière et chacun de ces habitants étant confrontés au péril de l'extrême droite et des extrêmes droites et aux attaques racistes et xénophobes. Donc merci beaucoup d'être venu, on est très contents. Et voilà, vous pouvez l'applaudir effectivement. Et pour discuter avec Ashraf Manar, Youmni Kezouf. Merci aussi beaucoup d'être venu à la Bellevilloise. Youmni qui est journaliste à Mediapart, qui suit les extrêmes droites et plus particulièrement, même si pas uniquement, le Rassemblement national et qui donc était très occupé depuis hier, n'est-ce pas, et une certaine décision. Un tout petit peu, un tout petit peu. Voilà, donc comme je vous disais en introduction de soirée, toutes les discussions que nous avons commencé à avoir ici concernant les enjeux d'adaptation aux canicules, au dérèglement climatique, tous les enjeux d'inégalité sociale, d'inégalité des vulnérabilités face au dérèglement climatique qui ont été décrites par les personnes qui étaient sur cette tribune tout à l'heure, se produisent dans un contexte très particulier, qui est un contexte de montée, de poussée des extrêmes droites dans plein de pays du monde, mais notamment en France. Et c'est un point vraiment fondamental à garder en tête, parce que toute piste d'action aujourd'hui doit faire face à ce double péril. Et c'est pourquoi on a appelé cette deuxième table ronde l'extrême droite, le péril de plus. Et pour commencer, j'aimerais demander à Ashraf Manar, qui est donc juste à côté de moi, comment est-ce que, déjà, est-ce que c'est votre manière de voir les choses? Est-ce que pour vous, l'extrême droite, c'est un péril de plus qui s'ajoute au péril climatique, ou est-ce que vous voyez les choses différemment? Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Est-ce que je vois l'extrême droite comme étant un péril de plus? Je le formulerai pas de cette manière. Je dirais peut-être que l'extrême droite est aussi à la racine de chacun de nos périls. Que l'alliance que l'extrême droite forme avec l'extrême argent et avec l'extrême centre est à la racine de beaucoup de périls qu'on vit malheureusement. Moi, je prends souvent une métaphore que j'aime bien, c'est une image mythologique, l'hydre, c'est-à-dire une bête avec plusieurs têtes, au moins 7. Et dans ces têtes, on pourrait lister à la fois capitalisme, colonialisme, impérialisme, patriarcat, et notamment cette tête du capitalisme construit les effets sur le dérèglement climatique qu'on vit et donc sur la canicule. Et cette hydre, c'est l'hydre justement qui a le droit de vie ou de mort sur les gens. La canicule, c'est un exemple de droit ou de vie et de mort sur les gens. Il y en a beaucoup d'autres. L'extrême droite appuie beaucoup sur ce droit de vie ou de mort sur les gens, et celles et ceux qui subissent en premier cette hydre, ce sont souvent les mêmes personnes. Ça a été mentionné dans les tables rondes d'avant, les habitants de quartiers populaires, les habitants et habitantes qui sont aux marges de la société, les communautés voyageurs et voyageuses, etc. Et donc, moi, la frustration que j'ai en ayant à la fois grandi en quartier populaire, vécu et grandi aussi en territoire rural, etc., c'est que je vois que
chacun des espaces militants attaque une des têtes de l'hydre séparément. Et on n'arrive jamais à attaquer conjointement, on n'arrive jamais à remonter à la racine. Et à la fois, une partie du mouvement attaque justement la partie canicule et les réponses qu'il faut adresser à ça. Et une autre partie du mouvement, par exemple, attaque la proposition de loi légitime défense qui s'appelle permis de tuer XXL en réalité, qui a été passée à l'Assemblée juste hier et qui maintenant autorise chaque policier à tirer et à être présumé légitime pour le faire. Et donc, avec un renversement de la charge de la preuve sur les familles qui vont être endeuillées et qui vont devoir, elles, prouver que leurs petits, leurs enfants ont été tués justement de façon illégitime. Moi, c'est vraiment ça la frustration que j'ai, c'est que l'extrême droite, l'extrême centre, l'extrême argent sont très bien co-organisés et très synchronisés et que nous ne le sommes pas encore pour lutter contre cette hydre. Alors, Youmni, si on a voulu organiser cette table ronde, c'est aussi parce que l'extrême droite en France, et en particulier le Rassemblement national, a quand même un historique d'expression et de position climato-sceptique. C'est un sujet sur lequel tu as travaillé pour Mediapart. Est-ce que tu veux bien nous dresser le tableau en grand de ce passif et cet historique de position climato-sceptique du RN ? Tout à fait, c'est un historique et c'est un actuel aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le développer. C'est pas si vieux et c'est toujours d'actualité. Globalement, quand on bosse sur le Rassemblement national, moi il y a un truc que j'aime bien faire, que je fais souvent, c'est aller regarder ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen. C'est souvent un voyage, mais c'est souvent instructif. En l'occurrence, Jean-Marie Le Pen, dans ses mémoires, il parle du GIEC, il parle du réchauffement climatique, et il en dit des choses qui sont globalement très utiles pour comprendre la position du RN désormais sur ces questions-là. Il dit, je cite, c'est une arnaque géante, donc le réchauffement climatique, hein, une arnaque géante pour justifier une dictature. Bon, voilà. Je ne crois pas au réchauffement climatique global d'origine humaine. Le rôle du GIEC est une manipulation. Il essaye de faire croire à la catastrophe. Il parvient à orienter des choix industriels et économiques et à imposer des décisions politiques, tout en habituant les peuples à un arbitrage supranational. Et en fait, si je cite ce propos de Jean-Marie Le Pen, c'est parce que ça résume absolument toute la position du Rassemblement national actuel vis-à-vis des questions du changement et du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une volonté de relativiser absolument le caractère anthropique, la responsabilité de l'humain, et ça on le voit dans des déclarations de Marine Le Pen, de tous les députés jusqu'à très récemment qui disent régulièrement, Thomas Ménager et plein d'autres, bon peut-être que ça se réchauffe un peu, parfois il le concède, mais on n'est pas sûr que l'humain il soit pour quelque chose. Des fois il a fait chaud en l'an 1200, enfin, voilà, du très classique. Il y a aussi là-dedans un truc qui est très profond au Rassemblement national, qui est cette idée que c'est une grande manipulation pour nous faire accepter des normes et des normes supranationales. Et donc il y a un côté extrêmement complotiste hein, qui est vraiment consubstantiel de cette vision du climat et du rôle des scientifiques qui alertent, etc., qui est de dire tout ça est une grande manipulation pour faire en sorte d'imposer des normes et de donner du pouvoir à une sorte de super-agence supranationale étatique, qu'elle s'appelle Union européenne, qu'elle s'appelle GIEC, qu'elle s'appelle Nations Unies, peu importe. Et on voit vraiment que c'est ancré dans le logiciel, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les déclarations actuelles des représentants du Rassemblement national sur le climat, qui globalement a un discours qui a un tout petit peu évolué, on va pouvoir y revenir, sur le fait que bon, ils ont chaud, pas comme tout le monde, on l'a bien compris, mais enfin ils ont quand même chaud, et donc ils disent bon, on peut plus dire que ça n'existe pas. En revanche, leur position écologique, elle est très claire, elle tient en une seule phrase, c'est de dire il ne faut aucune contrainte. Bon, et à partir de là, on a bien compris, tous et toutes ici, je pense, pourquoi c'était n'importe quoi et pourquoi ce n'était pas tenable. Mais donc, en disant il ne faut aucune contrainte, ce que ça veut dire, c'est que du coup, on ne va faire que de la demi-adaptation et encore mal, et encore, on aura l'occasion de discuter, pas complètement, mais on accepte peut-être parfois de dire qu'il y a un changement climatique. En revanche, on n'est pas du tout d'accord sur les solutions, et le but, c'est de dire aucune contrainte, pas de normes, pas de trucs qui pénalisent les Français et les Françaises. Ils n'utilisent pas l'inclusif, mais bon, moi si. Et deuxième chose, bon, un truc très technosolutionniste, un peu incantatoire, de dire
on va bien finir par trouver une solution. Que ça soit l'hydrogène, que ce soit, je sais pas, un truc qui va nous tomber miraculeusement dans les mains dans pas très longtemps. Faut pas s'inquiéter. Bon, on va trouver. Et merci, c'est très clair. Et donc, avant de revenir à cet aspect techno-solutionniste, espèce de réductionnisme des problèmes à des solutions disponibles, j'aimerais bien demander à Ashraf, parce que comme vous faites beaucoup de travail de terrain, est-ce que cette espèce de complotisme anti-climat, espèce de confusionnisme qui crée un bouc émissaire qui serait à la fois les écolos, les normes environnementales et potentiellement, dans les cas peut-être les plus extrêmes, au négationnisme du changement climatique. Dans le travail de terrain que vous faites, est-ce que c'est des arguments que vous sentez séduire les gens? Est-ce que ça prend? Est-ce que vous entendez ça? Et qu'est-ce que vous y répondez depuis votre travail avec Destin Lié? Alors, il y a des éléments différents. Lorsque, par exemple, moi j'étais habitant en milieu rural, donc en Haute-Loire spécifiquement, dans un ancien bassin désindustrialisé qui était minier, parce qu'il ne faut pas faire de grandes généralités sur les territoires ruraux, etc. Donc, c'est vraiment un espace spécifique. Il faut bien comprendre que l'information, c'est un sujet qui est rentré par le petit écran dans les ménages. Et c'est le même mécanisme sur tout un tas de sujets. C'est-à-dire que, moi je me souviens, adolescent, les grands éléments de langage sur les discriminations, etc. est rentré par le petit poste avec iTélé notamment, et ensuite avec CNews. Lorsque vous avez une chaîne de télé comme CNews qui fait 8 millions d'auditeurs, de téléspectateurs et téléspectatrices par jour, ce qu'il se passe, c'est que vous mettez en intraveineuse des informations toute la journée, et du coup, parce qu'à mon avis, on est obligé de rentrer dans le constat, mais pour moi, le constat sans la perspective de l'action, c'est la dépression d'une certaine manière. Donc, pour bien comprendre comment, à mon avis, lutter contre l'extrême droite, il faut comprendre comment elle agit. Selon moi, sa méthode favorite, c'est la fragmentation. Elle a fragmenté spatialement les gens, avec le concours de l'extrême centre et l'extrême argent, je vous la refais pas. Mais elle a ghettoisé les personnes issues de l'immigration postcoloniale dans les quartiers populaires. Donc, un mécanisme de ghettoisation. Et celles et ceux qui habitent en milieux ruraux, notamment les milieux ruraux productifs, paupérisés, sont celles et ceux qui ne peuvent pas partir. Donc là, on a une séparation spatiale très très claire, et les personnes qui ont la chance d'avoir des grands diplômes, etc., plutôt dans les centres-villes. Lorsqu'on a fragmenté spatialement les gens, ça devient très facile de les fragmenter informationnellement. Donc de mettre CNews et iTélé dans le petit écran chez une catégorie, et de dire que le problème à tous ces mots, c'est les immigrés, les habitants de quartier, etc. Le sujet pour moi, par exemple, sur la question climatique, n'est pas tant le complotisme, il existe, mais pour moi, c'est pas le levier prioritaire. Je vous donne un exemple. On était en pleine période de canicule. Ce que CNews a fait tourner toute la sainte journée à la télévision, c'était les méfaits avec un pistolet à eau d'un petit qui jouait au canal Saint-Martin. C'était ça. Donc l'argument scientifique ou non scientifique, etc., n'est pas son argument prioritaire. Elle veut faire penser dans ces espaces que de toute façon, même si le ciel vous tombe sur la tête, qu'il y ait des nuages ou pas de nuages, qu'il y ait une canicule, de la pluie ou pas, le principal acteur et le principal problème, c'est le petit quartier. Et lorsqu'elle vous a fragmenté spatialement et informationnellement, eh ben, elle vous fragmente aussi temporellement. Et donc, typiquement, on va se mobiliser en période de canicule 1 semaine, 2 semaines par an. Ensuite, elle va vous envoyer une réforme des retraites dans la tronche. Tout le monde va se mobiliser contre ça. Et l'année d'après, elle va vous envoyer une loi contre l'immigration, contre les étrangers, discriminatoire, qui va laisser de côté tout le mouvement social et qui va faire se mobiliser que les premiers concernés qui sont en déficit de moyens. Voilà comment elle divise et elle fragmente, et comment du coup elle réussit toujours à gagner. C'est ça son plan, et il faut le comprendre pour pouvoir le combattre. Avant de redonner la parole à Youmni, j'aimerais bien, Ashraf, vous demander quelque chose concernant le rapport à la voiture et à la mobilité, puisqu'on a beaucoup parlé dans la table ronde précédente de la question de la voiture, en faisant le constat qu'il y a, du fait de l'histoire de l'aménagement en France, il y a plein de gens qui se retrouvent de leur plein gré ou de manière totalement subie
à habiter dans des territoires où sans voiture, ils ne peuvent pas aller travailler, ils ne peuvent pas déposer leurs enfants à l'école, faire leurs courses, etc. Et donc ils se retrouvent dans ce que le Haut Conseil pour le climat appelle une précarité mobilité, qui fait qu'ils n'ont pas d'autre choix que de circuler dans ces véhicules et que donc dans l'immense majorité des cas, ce sont des véhicules à essence ou diesel, du fait du prix des voitures électriques et du fait que c'est encore, même si ça se développe, quelque chose d'assez récent dans les pratiques de déplacement en France. Et donc, se sont retrouvés, ces personnes-là, un peu dans le collimateur de la manière dont les politiques de transition énergétique se sont mises en place il y a quelques années, avec à la fois l'idée de la taxe carbone, la stigmatisation de la voiture, et de fait, se sont retrouvés un peu ciblés par ces politiques. Est-ce que ça, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, la droite, l'extrême droite, un peu souffler sur ses braises, attiser le mécontentement, la frustration, voire le sentiment de rejet que ça peut alimenter chez tout un tas de gens. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez constatées et que vous avez envie de travailler en tant que militant? Oui, c'est même des choses que moi j'ai vécues. C'est-à-dire, lorsqu'on habite un quartier populaire, et typiquement, moi j'étais pas en Île-de-France, mais c'est très vrai pour celles et ceux qui sont en Île-de-France, le périphérique, c'est quasi une frontière. Il y a tout un tas de jeunes qui habitent en quartier populaire qui découvrent Paris que très très tard, tellement la barrière de mobilité est gigantesque. Et évidemment que ça a été renforcé notamment par des politiques publiques typiquement comme les ZFE, qui ont une vocation de santé qui est réelle, qui existe, parce qu'il y a un énorme sujet sur la pollution de l'air, et les habitants et habitantes de quartiers populaires sont celles et ceux qui le vivent en premier, parce que souvent ils habitent plus proches et les écoles sont plus proches d'échangeurs autoroutiers, etc. Mais là on remonte là aussi à un sujet racine qui est quelles sont celles et ceux qui sont au cœur de la prise de décision. Il y a tout un tas de pans marginalisés mais majoritaires, je mets les deux ensemble parce que c'est très important, marginalisés mais majoritaires, qui subissent les décisions politiques et qui n'ont jamais l'occasion de la façonner. Et c'est exactement le cas sur la mobilité. Quand j'ai grandi en milieu rural, donc en Haute-Loire, moi j'ai découvert ce que c'était que la liberté lorsque j'ai eu un scooter. Vraiment. Et ça change absolument toute la vie sociale. Et donc forcément, de la même manière, peut-être pour aller aussi en contresens de ce qui peut se proposer souvent, moi je ne crois pas beaucoup aux solutions individualistes. Il y avait une époque où il existait tout un tas de petites lignes, de trains notamment. La France avait cet énorme avantage d'avoir des petites lignes qu'on a bradées, supprimées, réduites dans tous les sens. Avoir des petites lignes lorsqu'on habite en milieu rural, ça change la vie aussi. Donc les transports en commun, et de façon générale, que ce soit sur la mobilité comme sur tous les autres sujets, je pense qu'on doit attendre beaucoup et être très offensif auprès des décideurs publics parce qu'ils ne remplissent pas le contrat, mais que dans l'urgence, il y a un sujet aussi de à quel point on sort de l'individualisme. Ce n'est pas, à mon sens, les institutions actuelles qui vont répondre à toutes vos problématiques ici et à l'avenir et au devenir de vos enfants. Ce sera l'entraide et la capacité à changer d'institution. Si jamais on se berce d'illusions sur le fait de se dire ces institutions permettent de répondre à nos urgences du quotidien, on ne serait pas ici pour en discuter. Donc la mobilité, c'est de la même façon. J'ai connu un moment où lorsqu'on ne pouvait pas se déplacer parce qu'on n'avait pas de voiture, on avait des mécanismes d'entraide où on avait du covoiturage. Et c'était même pas quelque chose qui était théorisé. Et maintenant, il y a des entreprises qui monnaient capitalistiquement le covoiturage. C'était une pratique d'entraide, ça doit le devenir. L'entraide, c'est ce qui permet de se sortir de cette urgence pour aussi ensuite changer d'institution parce qu'elles ne changeront pas nos vies. C'est ma conviction. Vous avez des fans. Youmni, est-ce que, je ne sais pas comment le qualifier, cet anti-écologisme, cette stigmatisation, attaque des politiques écologiques, c'est bankable pour le RN ? Bien sûr que c'est bankable, mais pour des raisons évidentes qui viennent d'être évoquées. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut pas dire que les politiques publiques en matière d'écologie depuis des dizaines d'années, à l'égard de tout un tas de publics, que ce soit des quartiers populaires, des milieux très ruraux, de plein de gens qui en fait ont, comme on l'a dit, des problèmes de mobilité, mais pas seulement. On l'a évoqué, des problèmes de logement, des problèmes qui sont très très concrets.
on peut pas dire que ces politiques publiques aient été bien faites et porté leurs fruits. Donc effectivement, ça crée du mécontentement et ça crée des brèches sur lesquelles le RN évidemment s'engouffre. Et le RN a été à la pointe de la contestation, par exemple des zones à faible émission des ZFE. Pour des raisons tout à fait électoralistes, hein, mais avec des arguments qui pour certains étaient très pertinents. De dire, évidemment, ça crée des inégalités folles, c'est ne pas penser. Alors, il prenait assez rarement le cas des habitants des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis qui ont absolument besoin de leur voiture car leurs quartiers sont absolument pas desservis par les transports en commun. En revanche, il prenait très souvent le cas des artisans des zones rurales qui ont évidemment besoin d'un véhicule et qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf qui ne pollue pas. Donc, évidemment, ils ont été en pointe sur ces sujets-là, comme ils sont effectivement en pointe sur tout un tas de sujets où, en fait, la politique publique écologique a été tellement mal faite et a laissé tellement de gens sur le côté, sur le bord de la route, que ça laisse des pans entiers de population à qui un discours qui consiste à dire « on va vous trouver une solution », on ne sait pas encore laquelle, mais on va vous la trouver, mais en tout cas, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça ne va pas vous faire mal à vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas en souffrir, vous n'allez rien subir, vous n'allez rien payer, vous n'allez rien subir, et ça ne changera absolument rien à votre mode de vie, promis. Évidemment que ce discours, il porte, il est complètement démagogique dans la situation dans laquelle on est, mais bien sûr qu'il fait appel à des instincts qui sont tout à fait classiques. Et dans la série des solutions entre guillemets simplistes proposées par le Rassemblement national, puisqu'on parlait tout à l'heure de la chaleur, de la canicule, de la fatigue et du poids que font peser les températures extrêmes sur les organismes, il y a tout ce qui s'est passé autour de la climatisation et cette espèce de, je sais pas comment dire, d'OPA, d'offensive du RN sur le sujet de la climatisation. Tu as suivi ça d'assez près parce qu'il y a eu une communication du Rassemblement national il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours, mon micro ne marche plus, à ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu l'interprètes ? Alors, la base de ça, c'est toujours la même chose, c'est de dire on a une solution technique simple, simpliste, on la propose comme ça au doigt mouillé, promis ça va être une solution miracle. Moi j'ai eu la chance immense d'assister à la conférence de presse d'annonce du grand plan climatisation du Rassemblement national, parti qui, je le rappelle, espère exercer le pouvoir sur nous toutes et tous dans pas très longtemps et aspire aux responsabilités suprêmes. C'était un moment comme j'en ai rarement vécu, c'est-à-dire qu'on a assisté à une présentation de plans, donc chiffrés, avec des tableaux, des milliards en disant on va tout climatiser, donc on va faire des aides pour climatiser les logements privés, et en plus on va climatiser tous les infrastructures publiques, les hôpitaux, les EHPAD, les écoles, etc. Et en plus on va faire autre chose, on va aussi climatiser les autres endroits qui accueillent du public. Et on a assisté, il y avait 2 députés qui nous présentaient ça, personne dans la salle, je dis bien personne, pas plus intelligent qu'un autre, mais enfin pas moi non plus, on était 55 rubricards à écouter et sincèrement à essayer de comprendre comment ils allaient financer, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, etc. Personne n'a compris. On a passé 1 heure dans les couloirs de l'Assemblée nationale avec ces députés, avec les tableaux sous les yeux, et à leur dire mais ça, vous le financez comment? Mais c'est quoi? C'est du prêt? C'est comment ça marche? Et ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ils demandaient à leurs assistants d'aller chercher d'autres tableaux. Ils nous disaient ah non mais pardon, en fait on a dit une connerie. En fait c'est l'inverse. Enfin, c'était délirant. On parlait de milliards. Hein. C'était un plan 20 milliards pour climatiser les logements des gens, 20 autres milliards pour climatiser les hôpitaux, les écoles. Le matin même, Thomas Ménager, encore lui, était sur un plateau et avait annoncé que ce plan de 20 milliards pour climatiser les écoles, les hôpitaux, les EHPAD, donc qui dépendent des collectivités locales, ça allait être pris en charge par l'État car il n'était pas question de faire peser sur les collectivités la charge de faire ça. L'après-midi, il nous a dit ah non, en fait c'est du prêt, c'est-à-dire que c'est des prêts à taux zéro, l'État il prend en charge des intérêts, mais par contre c'est les collectivités qui empruntent, hein. Nous, non, l'État ça n'existe pas, c'est terminé, nous on fait pas ça. Et donc on lui a dit mais vous avez dit l'inverse ce matin, il fait ah oui j'ai dit une connerie, oui. Effectivement. Donc voilà, c'est vraiment un exemple parmi plein d'autres. Hein. C'est la même chose quand Marine Le Pen dit que on solutionnera tout parce que l'hydrogène est une énergie formidable. Alors, elle est incapable de dire comment, pourquoi et à quel tarif, hein, mais
ça finira par marcher. On est vraiment là-dedans, avec là encore une convocation, puisqu'on parlait du rapport au discours scientifique et une convocation du discours scientifique qui est tout à fait intéressante, puisque ils n'ont qu'une étude à la bouche, qui est l'étude qui un jour a dit qu'en fait climatiser un peu partout, ça allait pas créer tant d'îlots de chaleur que ça. Étude dont l'auteur lui-même a expliqué qu'en fait, d'une part, elle était mal utilisée par le RN, et d'autre part, même lui, il disait en fait, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, et les données telles qu'elles sont présentées sont pas exactes. Donc voilà, on est là-dessus. C'est ça qu'il propose. Ça n'a aucun sens. Donc ça veut dire ça n'a aucun sens, c'est pas sérieux, c'est pas un travail d'expertise, mais donc c'est un discours. En fait, il déroule un récit qui est un récit de solutions, Bah bien sûr, quand on dit aux gens, on va climatiser l'intégralité de vos logements. Bah, je veux dire, oui, enfin, moi j'ai trop chaud chez moi. Si quelqu'un me dit, on va climatiser l'intégralité, on va climatiser ton logement, tu ne débourseras pas d'argent, et en plus, promis, contrairement à ce qu'on t'a raconté partout, ça va même pas réchauffer la ville. Bah super, oui, évidemment, tous les jours. Mais alors, du coup, c'est intéressant, Achraf, quand on a face à soi des opposants ou un ennemi politique, en tout cas une force politique qu'on combat, et qui, finalement, si on suit Youmni, échappe un peu à la rationalité. Et pas sur le registre qu'on a eu, nous, depuis le début, c'est-à-dire expliquer, convaincre, démontrer, donner des chiffres, donner des faits, mais déroule un récit avec toute la puissance que ça peut avoir de raconter des histoires. Bah, quand on est militant antiraciste et militant écolo, comment on peut répondre à ça ? Ah, c'est bon. J'étais censuré pile. Que c'est, à mon avis, que la rationalité est quelque chose de très important, mais que c'est pas par ce biais-là qu'on combat l'extrême droite. Moi, je me souviens quand même d'un moment, j'étais plus jeune, où typiquement, il y avait un débat sur le fait d'interdire ou pas le Front National dans le champ électoral. Où est ce débat ? Typiquement. On est dans des règles aujourd'hui liées à la démocratie, et on a quand même, à moins d'un an maintenant d'une échéance présidentielle, des conversations sur est-ce qu'on peut faire une campagne présidentielle sous bracelet électronique, en étant en prison, en étant dans une cage de MMA. Je ne comprends plus ce qui se passe. La réponse est oui. Bah alors imaginez ma surprise et à quel point je me dis c'est lunaire. C'est-à-dire que demain, un potentiel président ou présidente de la République va discuter avec un chef d'État à l'autre bout de la planète et devra être rentré avant 18h pour pointer. Enfin, c'est complètement délirant. Mais ça, à mon avis, ça revient à un sujet qui est central. Souvent, on nous demande typiquement pourquoi tous les reculs sur le droit sont des questions qui nous importent au premier chef. Typiquement, pourquoi est-ce que la lutte qui dénonce le génocide en Palestine est une lutte si importante ? Moi, j'ai 28 ans. Je suis dans des mouvements où les gens qui sont engagés avec nous ont sensiblement cet âge, voire beaucoup moins. Qu'est-ce qu'on promet à cette jeunesse-là, pour une partie, par exemple, qui est en études de droit, et qui voit le droit international complètement se faire piétiner, être enterré complètement à Gaza, et avec des règles du jeu qui sont complètement mortes. Elles étaient mortes il y a longtemps. Là, désormais, c'est clair. Lorsque, de la même façon, on nous promet un état de droit et qu'il y a un permis de tuer qui est autorisé XXL pour la police, qui permet justement d'aller opprimer les habitants et habitantes, les jeunes de quartiers populaires, à quel moment on peut se contenter de se dire que c'est par le droit et par les institutions que ça va changer. Donc moi, le réveil que j'ai envie de mettre aussi, c'est le fait de se dire, ne soyons pas naïfs. Les institutions sont en train de trahir absolument toutes leurs promesses. Elles le faisaient déjà, ça devient sur la place publique pour tout le monde. Lorsqu'on atteint typiquement le droit international à Gaza, ça veut dire que ça va s'étendre dans tout un tas d'autres parties du monde. Lorsque le droit français est complètement détricoté, d'abord dans les Outre-mer, ensuite pour les communautés de voyageurs et voyageuses, ensuite pour les quartiers populaires, il ne faut pas s'étonner que cette rupture de droit s'étende à tout le reste de la population. Et ça concerne tout le monde. Et typiquement, ça a déjà touché les militants écologistes, ça touchera les syndicats et les militants syndicaux, ça touchera les simples citoyens qui ont envie de s'associer, ça touchera tout le monde. Donc on est dans un moment où on a besoin de se mobiliser absolument sur des causes racines
Quelles sont les règles qui nous permettent de vivre ensemble dans la dignité? C'est ça mon sujet. Mais si c'est pas par le droit, du coup c'est quoi? C'est la mobilisation? C'est quoi votre vision stratégique là de ce moment-là pour contrer cette destruction du droit, effectivement, qui n'est pas simplement créée par l'extrême droite, elle n'est pas encore au pouvoir, que déjà il y a ce processus qui est en place comme vous le décrivez. Donc c'est quoi votre sentiment à vous, votre analyse à vous, là maintenant des voies stratégiques nécessaires? C'est une très bonne question. Il y a une campagne présidentielle qui s'ouvre. Tout miser sur la campagne présidentielle, selon moi, est une erreur. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'investir complètement. Nous, parce que c'est un droit démocratique, on va aussi jeter toutes nos forces dans cette bataille aussi pour exercer nos droits de citoyens. Ne pas attendre que tous ces problèmes-là soient réglés par l'élection présidentielle, parce que ce qui peut potentiellement se passer, c'est soit ne pas avoir anticipé un scénario catastrophe et donc ne pas être préparé ensuite, ou alors, dans les scénarios moins catastrophes, être forcément déçu. C'est potentiellement les deux options. On peut commencer à agir sur du déjà là. Il y a un économiste que j'adore qui s'appelle Bernard Friot, qui adore cette citation. Il dit « Il y a des déjà là sur lesquels on peut construire. » Typiquement, la sécurité sociale, tout le monde en parle comme un joyau. C'est une conquête des ouvriers et des ouvrières qui se sont mis ensemble par ce biais de l'entraide que je mentionnais plus avant et qui ont construit la solution avant que le politique arrive, parce que le politique est toujours en retard. Le mouvement est toujours en avance. Et sur chacune des problématiques qu'on mentionne, c'est toujours un mécanisme de sécurité sociale qu'on propose à la fin, parce que c'est ça la solution. Donc c'est le cas typiquement pour l'alimentation. Ça va être le cas pour l'alimentation. Les mouvements le font et essaient de le faire vivre partout sur le territoire. On est encore à un stade embryonnaire, mais ça va se traduire un jour, c'est obligatoire, et ça passe par là. Ça va être la même chose sur les dynamiques de logement, sur les questions de dignité, de rénovation urbaine, de précarité énergétique, d'être sûr de ne pas pouvoir être exclu de son logement, parce que le droit au logement est un droit de dignité fondamental. De la même façon pour le travail, le fait de considérer le travail comme seulement votre 9h-17h que vous faites, si vous avez de la chance, dans un bureau et avec des dynamiques de pouvoir entre vous et le patron, c'est une pensée qui est déjà normalement d'il y a 2 siècles ou je sais pas combien, mais on est censé dépasser ça, et Bernard Friot fait plein de propositions là-dessus. Ça, c'est sur les mécanismes qu'on peut mettre en place sur le terrain, mais sur les mouvements, il y a un camarade qui mentionnait la confluence tout à l'heure, j'adore cette métaphore. Sortir du silotage et de la fragmentation temporelle. Le fait que des mouvements qui luttent contre les violences policières agissent à certains moments, il faut pouvoir faire en sorte que tous les mouvements qui ont été mentionnés là rejoignent aussi ces luttes-là. Tous les mouvements massifs qui se sont produits en soutien à la Palestine doivent être rejoints de la même manière. On a besoin de créer des confluences parce que lorsqu'on est massif dans l'espace, on a un peu plus de chances de gagner que lorsqu'on est segmenté. La réforme des retraites, typiquement, ça a été un très bon exemple. Sous Macron, c'est parce qu'il ne respecte absolument pas le pouvoir du peuple, mais dans le passé, cette réforme des retraites a été poussée plusieurs fois et c'est des mobilisations de millions de personnes qui ont fait en sorte qu'elles aient été retirées. Et à la fin, lorsqu'on met en mouvement comme ça le peuple et les citoyens, il y a une conscience dans la tête des gens qui se crée que déléguer simplement son pouvoir n'est pas quelque chose de suffisant et que chacun et chacune a la capacité de l'exercer. Mais ça se construit que dans le mouvement. Ça ne se construit pas depuis chez soi et dans l'individuel. Ça se construit en étant exposés les uns aux autres, aux différences et à la conception qu'on a du fait qu'on a un pouvoir grand. C'est dans le mouvement que ça se passe. Youni, on sent là l'énergie, la volonté, la force du discours d'Ashraf, et en même temps, on voit un camp d'extrême droite très organisé, très sûr de son fait, qui prépare, en tout cas dans son esprit, l'arrivée au pouvoir. Toi qui donc suis de près cet espace politique et ses personnalités, comment est-ce que tu vois
possibilité que ce que décrit Ashraf, c'est-à-dire la possibilité d'une confluence, est-ce que ça, de ce que tu vois, je te demande pas de faire des prévisions, hein, mais est-ce que ça peut les faire dérailler, est-ce que ça peut les dérouter, est-ce que ça peut retarder, empêcher cette espèce d'ascension vers le pouvoir, de ce que tu constates toi? C'est le moment où moi je suis le rabat-joie de service, mais non, je vais pas l'être, parce qu'en fait, d'une part, je n'ai pas de boule de cristal, mais il y a une citation que j'aime bien qui est d'Hugo Payetta, sociologue spécialiste du fascisme, qui dit qu'il faut prendre au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Et je pense qu'il faut absolument prendre au sérieux la possibilité du fascisme. C'est ce que je fais à peu près au quotidien dans mon travail. Et je pense que c'est très important. Mais du coup, je pense qu'on est dans une telle situation qu'en fait, il faut pas se demander si ce qu'on peut faire, veut faire, ça va marcher. En fait, il faut le faire. C'est-à-dire que on n'en sait rien de si ça marchera. Personne ne sait dire si en 2027 on pourra empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Personne ne sait le dire. En revanche, on sait toutes et tous dire que tout le monde, et particulièrement certains publics, s'en mordront les doigts si ça se passe. Et donc, de fait, une fois qu'on a dit ça, bah oui, il faut espérer que ça marche. Est-ce que ça peut les faire dérailler ? Peut-être, j'en sais rien, j'espère. Mais en tout cas, on aurait tort de pas essayer. Et c'est pareil pour absolument toutes les possibilités d'action, quelles qu'elles soient, et toutes les initiatives et toutes les façons d'aborder la question. Parce qu'en fait, effectivement, on est à la veille d'une élection présidentielle où l'extrême droite peut arriver au pouvoir en France pour la première fois depuis 1940, et elle n'a jamais été aussi proche, elle n'a jamais été aussi préparée, et par ailleurs, ça a été dit par Ashraf, elle n'a jamais été aussi invitée, j'ai envie de dire, par d'autres camps politiques et d'autres organisations. Donc oui, il faut tout tenter en fait. Donc quant à savoir si ça marchera, en fait personne ne le sait, et c'est bien normal. Quand on lutte, on ne sait pas à la fin si on va gagner ou si on va perdre. Bien sûr, bien sûr. Je vais ajouter peut-être juste une petite chose, parce que ce que je mentionne, c'est pas des tâches faciles, sinon pareil, ça se produirait de la même manière. Donc je vais ajouter un bémol. Sur la proposition de loi permis de tuer XXL, on était lundi dernier, donc il y a quelques jours, et une pétition est lancée sur le site de l'Assemblée nationale, justement pour dénoncer cette proposition de loi, et c'est le papa d'une victime, d'une jeune victime, qui a lancé cette proposition. On s'est mobilisé avec des pans tellement différents de mouvements, des mouvements même d'influenceurs et influenceuses typiquement, qui n'étaient pas spécifiquement sur les questions de violence policière, des organisations de quartiers populaires qui ont beaucoup plus malheureusement l'habitude de traiter ces questions, etc., qui fait que maintenant on a dépassé les 400 000 signatures et on est en passe d'atteindre les 500 000 signatures. 500 000 signatures en quelques jours. C'est-à-dire, imaginez la force de frappe potentielle de toute cette nouvelle génération qui arrive avec des moyens d'action différents, avec des modes d'action différents, avec une foi différente malgré le désespoir. Il manque quand même quelques aspects. Il y a un poète et un grand militant marocain que j'adore qui a une phrase exceptionnelle qui dit « La poésie est la dernière chose qu'il reste à l'humain pour proclamer sa dignité ». Et il dit, c'est aussi la seule façon qui permet d'imprimer à tout jamais son souffle dans le cri et de ne pas sombrer dans le nombre. Pourquoi je dis cette phrase ? C'est que pour moi, il manque des acteurs centraux dans ces batailles-là. Il manque, pour une bonne partie, même s'il y en a qui s'engagent, les acteurs et les actrices. Une bonne partie du pan des acteurs culturels, une bonne partie des pans médiatiques, une bonne partie des sportifs et des sportives, typiquement. On glorifie cette jeunesse de France qui vient des quartiers populaires lorsqu'elle joue pour l'équipe de France, et on sacrifie la jeunesse qui habite justement sur le sol de France. Je fais un appel, même s'ils sont en train de jouer à l'autre bout du monde, dans un pays compliqué aux États-Unis, à quoi bon gagner une Coupe du Monde ? À quoi bon gagner un mondial si vos petits frères et vos petites sœurs décèdent sous les coups de la police dans vos quartiers ? À quoi bon, de la même manière, dans chacun des médias, relayer des informations si à la fin ce sont des gens qui meurent ? À quoi bon pour les acteurs et les actrices relayer des histoires, façonner des histoires, essayer de changer les représentations, si jamais celles et ceux que vous tentez de représenter n'ont même pas la capacité de parler parce qu'elles sont décédées ?
Donc à chacun et à chacune, on a encore beaucoup de gens qui manquent dans le mouvement. Et à partir du moment où on verra ces bouts se mobiliser, il y aura un basculement possible. Et c'est ça qu'on attend. Merci beaucoup. Moi, ce que je vous propose, comme il est 21h30 et que là, on a la chance de vous avoir tous les deux encore avec nous, qu'on ouvre la discussion avec les personnes qui sont encore nombreuses dans la salle. Est-ce que parmi vous, il y a des demandes d'intervention, de réaction, de propositions? C'est à vous. Toujours dans un équilibre de genre, s'il vous plaît. Merci beaucoup aux personnes qui portent les micros, qui font ça très bien. Merci, c'est arrivé hyper vite le micro. Je voudrais faire plutôt une proposition qui est une question, du coup je m'élève si jamais il y a quelqu'un qui veut venir me voir après. En gros, avec mon collectif, on essaye de se réapproprier des espaces urbains et architecturels, justement dans cette idée de faire ensemble et de réhabituer les gens d'être ensemble. On fait ça par la danse située, et des façons assez étonnantes. On s'éprend beaucoup de violence de l'extrême droite. Je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est devenu très compliqué pour nous de continuer nos actions, mais on n'arrête pas pour autant. Et ça est devenu aussi une enquête des terrains et une recherche universitaire. Donc, si je prends le micro, d'une part, c'est de vous inviter à venir danser avec nous dans différents lieux pour nous mélanger entre classes sociales, quartiers, banlieues et différents points de vue, différentes cultures, différentes habitudes. Mais c'est aussi pour pouvoir échanger éventuellement avec des associations, des architectes, des urbanistes, des psychologues, des personnes qui sont très engagées dans différents territoires de l'Île-de-France. Nous, pour notre recherche, ça serait hyper enrichissant. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Ou si vous voulez chercher sur Internet le projet, ça s'appelle DENSA, D-O-N-S-A, Dansante. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'ai vu... ouais. Oui, bonsoir. Moi, c'était par rapport aux intervenants précédents. Après, ça peut être plus global aussi. C'était juste un constat au niveau de la législation. Vous parliez de contraintes qui est soulevée par le RN et sur les législations qui sont très contraignantes au niveau écologie. Moi, je trouve que justement, elles sont pas assez contraignantes. Aujourd'hui, rien que l'exemple d'ArcelorMittal, pour moi, est un scandale au niveau étatique et au niveau de la fuite des subventions qui viennent en fait pour décarboner, pour réduire les émissions des grandes entreprises qui génèrent des emplois. Et d'ailleurs, c'est souvent soulevé, les grandes entreprises génèrent de l'emploi. Donc en plus, on ne va pas leur faire porter fiscalement un poids énorme, alors qu'au final, il n'y a aucune sanction lorsqu'on leur donne des subventions à hauteur de centaines de millions d'euros. Derrière, il n'y a pas de sanctions lorsqu'elles ne sont pas utilisées. On ne sait pas où va l'argent. Alors, je ne parle pas des petites PME qui aussi bénéficient de ces subventions, notamment qui sont versées par l'ADEME. Il y en a certaines, effectivement, qui vont permettre aussi de payer leurs salariés. Moi, j'ai une amie qui bosse dans un bureau d'études. Le précédent a fait faillite, sont envoyés en liquidation judiciaire. Avant, clairement, les subventions de l'ADEME payaient les salaires. On ne va pas aller leur taper dessus à ces entreprises, c'est sûr. En revanche, les grosses entreprises, je pense qu'il y a un vide législatif à ce niveau-là. Alors je sais que effectivement aujourd'hui la législation elle ne répond plus à grand-chose. Moi clairement je suis un peu démunie, donc la rue, je pense que effectivement ça va être la dernière solution. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place par rapport à ça, par rapport à la mise en place de sanctions sur les grandes sociétés qui ne respectent pas leurs engagements? Parce que ArcelorMittal, là, si on ne trouve pas une solution, c'est en cours, ils recherchent, il y a des solutions.
qui sont proposées. Il y a des choses qui sont passées à l'Assemblée nationale, on va voir ce que ça va donner derrière. Mais c'est 350 millions minimum, voire 850 millions qui vont partir en fumée. Et qui vont sortir de France. C'est des subventions qui auraient pu être utiles à autre chose, notamment aujourd'hui, la végétalisation, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux répondre, Youmni ? Non, peut-être juste sur le constat du début, c'est-à-dire que sur l'aspect contraignant, non contraignant, et j'ai envie de dire mal contraignant, c'est surtout ça, et contraignant pas sur les bonnes personnes. En fait, pour parler de ce que je connais, de ce que je suis, l'extrême droite fait le constat qui est partagé par plein de gens que il y a des mesures contraignantes pour des individus, quels qu'ils soient, et pour des classes, notamment populaires, qui sont peu appropriées parce qu'elles ont des effets contraires qui sont délétères pour le mode de vie des gens, pour la capacité à bien vivre des gens. Le problème, c'est que ici dans cette salle, nous, on pense effectivement, moi je pense que à la place, il faudrait effectivement beaucoup plus contraindre ces grands groupes, ces grandes entreprises, etc., qui elles font beaucoup plus de mal que ces gens individuellement qui prennent leur voiture parce qu'ils sont en état de mobilité, de mauvaise mobilité, etc. Le problème, c'est que l'extrême droite, qui va peut-être arriver au pouvoir, son projet n'est pas celui-là. Son projet, c'est pas de dire il faut pas tant de contraintes sur les gens individus, les classes populaires, etc. Il faut des contraintes sur les grandes entreprises. Son projet, c'est de dire il faut pas de contraintes pour les gens, les individus, il faut pas de contraintes pour les grandes entreprises. C'est là où il y a un hiatus, et c'est là qu'il y a une incapacité à solutionner ou à proposer des solutions qui soient un tout petit peu crédibles. On revient à ce qu'on disait, et c'est pour ça qu'ils se sont réduits à proposer des adaptations et des maladaptations de bout de ficelle, puisque de fait, le Rassemblement national a une volonté absolue d'éviter la norme et la contrainte pour les individus, mais aussi et surtout pour les grandes entreprises et pour le grand capital. C'est là qu'il y a un truc qui coince, de fait. Merci. Alors, allez-y. Oui, en fait, il y a plusieurs fois dans le discours est revenue l'idée de confluence, que je trouve très, très belle comme notion. Le fait qu'il faille être tous solidaires et converger. Et je me demandais si justement, c'était pas ce que moi j'appelais dans mon temps, en vieille militante que je suis, la convergence des luttes, tout simplement. Parce que j'ai vraiment eu l'impression d'entendre ce dont on a souvent parlé. Voilà. C'est, je pense, une notion héritière, à mon avis. Dans le sens où, je pense, pendant longtemps, typiquement, les notions d'intersectionnalité ont été beaucoup poussées à raison pour faire en sorte que tout un tas de pans qui n'avaient pas assez de connaissances et de yeux ouverts sur les difficultés et les discriminations que vivait une autre partie de la population avaient besoin de vivre. Et donc, pendant un moment, on a pensé aussi des mouvements qui essayaient d'intégrer chacun de ces pans à l'intérieur d'eux-mêmes. Pour moi, la notion de confluence qu'elles amènent, ce n'est pas forcément simplement le fait de faire converger les luttes dans une lutte, et donc que les mouvements soient au même niveau d'information sur chacune de ces discriminations et de ces oppressions, ce qui, pour moi, m'apparaît comme l'idéal, mais tactiquement, c'est compliqué à faire. Moi, si jamais, typiquement, lorsque j'habitais en milieu rural, faire comprendre que la police avait des agissements innommables, c'était un monde à part à faire comprendre. C'était très très loin. Pour moi, confluence, c'est pour ça que j'aimais bien cette idée, c'est l'idée d'avoir chacun son historique de lutte avec des groupes sociaux différents, des sociologies différentes, etc. Et pour autant, rejoindre le cours d'une rivière et la faire grossir. Et ce qui ne veut pas dire, par exemple, se diluer dans celle-là, ce qui ne veut pas dire être chacun au même niveau de conscientisation, etc. Et prendre en compte le fait qu'en faisant grossir cette rivière, justement, on peut apprendre au contact des uns et des autres. Et peut-être le point central que je veux amener là-dessus, c'est que pour moi, la confluence n'enlève pas l'autonomie de chaque lutte. Il faut que les quartiers populaires puissent avoir leurs organisations, leurs mouvements, qui les représentent, qui ont leurs spécificités, qui construisent leur propre pouvoir, qui emmagasinent des moyens matériels aussi, parce qu'elles en sont souvent démunies. Et de la même façon pour chacune des luttes. La confluence, pour moi, c'est l'addition de ça et pas forcément la fusion de ça. Ça peut être ça
C'est très clair. C'est intéressant. Il y avait des personnages. Allez-y. Oui, bonsoir. Moi, j'avais juste une petite question pour Ashraf. Dans la présentation, au départ, vous avez parlé du mouvement Destin Lié. Et je voulais juste en savoir un peu plus. Vous êtes où, quoi, comment? Merci pour cette question. C'est vrai que je suis enflammé. J'oublie l'essentiel. Destin Lié, en gros, c'est une organisation qu'on a montée entre jeunes issus des milieux populaires, de base. On était avant dans des très grosses organisations qui produisaient du service, notamment du mentorat pour les plus jeunes. Et lorsqu'on a voulu à l'époque traiter des questions racines, typiquement les discriminations, on a eu une fin de non-recevoir. Donc, aucune autonomie, aucune capacité de décider de nos propres orientations, etc., etc. Et dans le même mouvement où on avait justement ces empêchements et ces freins, on commençait à bien mieux comprendre les mécanismes de fragmentation que j'ai mentionnés. Donc Destin Lié, ça vient du fait de se dire on a besoin de nos espaces, et en plus de ça, la France c'est un pays super jacobin, il y a des fédérations pour quasi tout, et pour autant, il n'y a pas d'espace organisé entre des collectifs portés par des jeunes de milieux populaires, ça n'existe pas. La part d'associations qui est portée par des jeunes de moins de 30 ans, déjà c'est 4% en France, c'est 4%. Dans les 4%, je ne vous laisse pas imaginer la part de jeunes issus de milieux précaires, populaires, quartiers populaires, milieux ruraux, productifs et désindustrialisés, jeunes d'outre-mer, jeunes mineurs isolés, jeunes issus des communautés du voyage, etc. C'est infinitésimal. Donc l'idée, c'était de construire cet espace-là et de permettre de soutenir ces collectifs pour qu'ils gagnent en pouvoir. Donc très concrètement, à quoi ça ressemble? On organise des rencontres nationales. On a fait ça de septembre à décembre, quasi toutes les 3 semaines. On embarque des collectifs de jeunes paysans et paysannes, des collectifs de jeunes mineurs isolés, des collectifs de jeunes issus des communautés du voyage, des collectifs de jeunes de quartiers populaires, notamment dans le Lyonnais et à Marseille. Et on essaye à la fois de dépasser les préjugés pour que chacun apprenne à connaître les luttes de chacun et chacune. Et le projet qu'on est en train d'essayer de monter, c'est de monter un fonds participatif pour permettre d'outiller les luttes locales, même si c'est avec des petits montants, parce que souvent c'est ça qui manque. Et pour une bonne partie de ces collectifs, ce sont des collectifs informels, parce que justement ils ont été éloignés des mécanismes formels qui leur permettent de s'organiser. Donc d'essayer de lever tous ces freins pour permettre une meilleure organisation, une meilleure compréhension et d'arriver vers la confluence. Je crois que c'est à mon tour de poser une question. Pardon, excusez-moi. Oui, bonsoir. Oui, je me posais une question. Je me disais, est-ce que le péril, c'est l'extrême droite? Et je me demandais si finalement le péril, c'était pas finalement tous les gens qui disent du mal des autres. Parce que, et ça, il n'y a pas que l'extrême droite. Il y a aussi la droite, et il y a aussi des gens, même à gauche. Et je pense que c'est ça le problème. En tout cas, il me semble que c'est ce que j'ai retenu de la soirée que nous avons eue, que ce soit la première partie ou la deuxième partie, parce qu'on voit que pour le réchauffement climatique, ce qui va vraiment fonctionner à tous les coups, tandis que les autres solutions, on ne sait pas trop, ce qui va fonctionner à tous les coups, c'est la solidarité, qui sera probablement entre voisins, et ce qui permet à des choses complètement négatives du point de vue du climat et de nous tous de passer, c'est que les élites lancent la population des groupes sociaux les uns contre les autres, et pendant que nous on se dispute, eux ils font leurs petites affaires. Et voilà, c'est ce que. Et en plus, aussi, dernier point, eh bien, aussi ce qui peut nous amener à nous projeter, à nous donner l'énergie en plus, c'est exactement ça permet aussi ça freine la convergence des luttes. Et puis aussi, ce qui peut nous permettre de nous projeter dans l'avenir et de tenter des choses, c'est d'avoir un certain optimisme sur la nature humaine, que ces discours très négatifs sur tel ou tel ou tel ou tel type de personnes, à mon avis, empêchent. Merci.
Peut-être qu'on peut prendre les deux dernières, ou la dernière, pardon. Ah, pardon. Ah, il y a quelqu'un devant. Ah, oui, alors, 1, 2 et 3 derrière la personne qui lève la main. Oui. Si ça va. Merci beaucoup. Merci, je profite de la parole. Je vous remercie, Madame. Je rattrape un petit peu la pêche que vous m'aviez lancée à la suite du première intervention et j'ai essayé de raccrocher avec la seconde. En fait, je suis un des représentants du personnel qui travaille dans une agence ou un opérateur de l'État. C'est un petit peu l'intermédiaire entre le gouvernement, le ministère et la population pour que les décideurs locaux au niveau d'une mairie, d'une agglomération, d'une région ou d'un département puissent avoir les meilleures informations scientifiques, de la connaissance et ingénierie pour avoir la bonne adaptation pour le bon territoire, parce qu'il faut adapter à chaque territoire, il faut adapter les solutions. Et c'est pas une solution, c'est une combinaison de solutions. On peut parler des volets, mais on peut parler des voiles d'ombrage, de la végétalisation, recouvrir les bâtiments d'autres couleurs que du blanc, que de la pierre. Malheureusement, Haussmann n'avait pas une très bonne idée pour Paris, peut-être, et le goudron noir n'aide pas non plus. Mais voilà, et si bien que... ok, il faut lutter contre... J'entends l'extrême droite, c'est une position... Nous, en tant qu'agents de la fonction publique, on ne peut pas s'exprimer sur quoi voter. Mais ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que quand même, c'est des idées qu'il y avait déjà trop de normes. Nous, les agences et opérateurs de l'État, on apporte trop de connaissances auprès des populations, auprès des décideurs, pour que, voilà, il faut prendre une bonne décision et mettre l'argent, le dépenser de la façon la plus efficace. Actuellement, les agences, les opérateurs de l'État sont déjà en partie démantelés, grandement attaqués pour voire être démantelés, voire ne plus exister. C'est déjà en cours. Cette dernière année est actuellement assez violente. Nous, entre agences, on a monté un collectif, c'est Agence en lutte, qui regroupe des agences du ministère de la Transition écologique, de la Santé, avec l'ADEME, l'OFB. Voilà, moi, je suis à Santé publique France, je suis représentante du personnel, donc je peux un peu plus m'exprimer publiquement, mais néanmoins, on ne peut pas critiquer totalement les politiques. Tout ce qu'on peut prévenir, c'est que nous sommes attaqués. C'est aussi, finalement, moins protéger la population, car notre mission à nous, c'est un service public pour protéger les populations. Voilà, nous, notre combat, c'est sur la lutte contre le changement climatique, mais c'est aussi les campagnes sur le tabac, les campagnes sur la consommation d'alcool. Voilà, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Et effectivement, chaque lutte nécessite d'être clairement déterminée avec les acteurs pour pouvoir... on peut saluer les mouvements que vous avez évoqués, mais il va falloir effectivement peut-être continuer. Et je le fais en tant que citoyenne aussi. Merci à vous. Et juste à ce sujet-là, ça fait partie des sujets. On a évoqué tout à l'heure la proposition de loi sur la présomption de légitime défense pour les policiers. Le démantèlement des agences de l'État fait partie des nombreux sujets sur lesquels nos décideurs actuels s'inspirent des propositions de l'extrême droite pour les mettre en place avant même que l'extrême droite n'arrive au pouvoir. Vous avez cité l'ADEME, vous avez cité l'OFB. Ce sont des agences que le Rassemblement national propose purement et simplement de supprimer s'il arrive au pouvoir, car elles coûtent trop d'argent pour rien. Les guillemets sont présents, hein. Mais c'est-à-dire qu'on revient dans ce cas-là comme dans plein d'autres sur la préparation et l'application par nos gouvernants actuels de propositions d'extrême droite avant même que l'extrême droite n'ait les manettes et les capacités de mettre en place leurs propres propositions. Et peut-être pour ajouter un petit aspect là-dessus, déjà, si on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, avec plaisir. Et moi, là où ça me parle, c'est que vous avez mentionné au départ, vous avez dit nous sommes des agents, donc nous ne pouvons pas nous prononcer justement publiquement contre les politiques, etc. Et pour autant, vous avez monté un collectif qui s'appelle Agence en lutte. Pour moi, ça dit quelque chose. C'est qu'on est à un tournant.
Il y a un moment, avant on disait beaucoup le fascisme qui vient, et on est dans le moment fasciste déjà là. Mais juste, on est à un tournant. Donc, qu'il y ait des mobilisations exceptionnelles à un moment qui est exceptionnel, la question n'est pas de savoir si on a le droit de le faire ou pas, la question de savoir si c'est légitime ou pas. Et vous pouvez par exemple être contraint sur votre parole publique et le faire, et faire voter qui vous voulez, et vous mobiliser contre l'extrême droite sans être sur les plateaux télé complètement. Donc pour moi, c'est un moment qui est tournant, et donc il y a des mobilisations exceptionnelles dans ce tournant, et c'est ça que j'appelle de mes voeux, moi. C'est dans le secteur des agents et des agences, c'est important. Dans le secteur de la culture, ça a déjà commencé. Dans le secteur du sport, il faut que ça arrive. Dans le secteur des médias, il faut que ça arrive, etc., etc. Le tournant doit être saisi par chacun et chacune. Sinon, on ne bougera pas. C'est de la résistance. Totalement. Je crois qu'il y avait quelqu'un... Ah oui, pardon. Donc j'avais une petite question. Déjà, merci pour tous ces sujets très intéressants. Moi, j'ai la chance d'apprendre énormément de choses aujourd'hui. Et je pense qu'il y a pas mal de monde en France, notamment dans les quartiers populaires, dans tout ce qui va être milieux ruraux, qui vont être des publics assez éloignés de toutes ces problématiques-là qu'on traite ce soir. Parce qu'il y a une question en fait, d'accès à l'information qui est compliquée dans ces publics. Toute la notion aussi de médias indépendants, avec des sources fiables, des opinions qui ne vont pas être dictées par la financiarisation des médias, etc. Et donc j'en profite pour avoir à la fois une association qui traite avec ce genre de public éloigné et un média indépendant pour savoir comment vous faites concrètement pour aller à la rencontre de ces publics et faire en sorte que tout le monde s'y intéresse pour qu'on lutte un petit peu contre cette individualisation des gens et qu'on se prenne conscience en fait, des intérêts qu'on a tous en commun. Voilà. Merci pour la question. Moi, je ne suis pas certain que ces groupes sociaux éloignés, entre guillemets, soient éloignés de l'information ou de la connaissance ou des problématiques qu'on mentionne aujourd'hui. Sur les questions climat, typiquement, souvent, c'est un problème de traduction. C'est-à-dire que ce qui va être appelé comme des questions climat, le lien au dérèglement climatique, au 1,5 degré, au 2 degrés, au 4 degrés, au GIEC, etc., va être traité d'une façon très, très, très concrète dans la vie des gens, lorsqu'ils habitent en bouilloire ou en passoire thermique, lorsqu'il s'agit d'être dans la mobilité. C'est des sujets de la vie quotidienne. Et notamment, par exemple, dans les quartiers populaires, mais c'est vrai aussi dans les milieux ruraux, les collectifs existent depuis toujours sur toutes ces questions. C'est juste pas mentionné, c'est le mouvement climat qui a fait un happening à tel endroit ou qui se mobilise d'une telle sorte dans un écosystème climat. Mais ça existe. De la même manière, sur l'information, c'est exactement le même mécanisme. Les quartiers populaires ont, et une bonne partie des habitants de quartiers populaires, des nouvelles générations, etc., ont des canaux d'information qui ne sont juste plus des canaux d'information traditionnels. Mais typiquement, il y a tout un réseau maintenant, à la fois de médias alternatifs, de nouveaux médias, Bouscapé, Banlieusards Nouveaux, Bondi Blog, tout un tas d'influenceurs, etc., qui font un travail et qui touchent des centaines et des centaines et des centaines et des millions de gens. Bouscapé, c'est 3 millions d'abonnés, typiquement, sur Instagram. Et ça touche spécifiquement ce secteur quartier populaire, on va dire. Ça a commencé par le rap et ça touche maintenant tout un tas de sujets éditoriaux, politiques, de lutte contre l'extrême droite, d'abstention, d'abandon du service public, etc., etc. Donc ces espaces existent, ils ne sont juste pas valorisés dans des endroits légitimes ou légitimants comme les médias traditionnels. Et c'est ça qu'on a besoin de faire reconnaître. Et du point de vue d'un média indépendant, etc., ce qui a été dit est valable aussi pour nous. C'est-à-dire que je pense, effectivement, je suis d'accord, les gens le vivent, on l'a dit, on l'a raconté, les gens le vivent dans leur chair, les gens le vivent dans leur expérience, peu importe où ils sont, et même de façon plus prégnante, dans les quartiers populaires, dans les milieux ruraux isolés, etc. L'accès ensuite à l'information, il est, nous, de prendre au sérieux ces problématiques, les donner à voir, et d'aller vers ces gens-là, d'aller expliquer encore et encore à tous ces gens
pourquoi c'est important, pourquoi le coût de l'information c'est une question importante, pourquoi l'information indépendante sur ces questions-là, mais sur plein d'autres questions, elle est primordiale pour la question des récits, et de créer des ponts avec tous ces gens, tous ces réseaux, tous ces médias alternatifs, ces influenceurs, etc., qui ont des audiences que des médias traditionnels, et c'est toute la particularité. Je parle en tant que journaliste à Mediapart, on n'est pas un vieux média, mais on est déjà un vieux média, malgré tout. On est un média sur Internet, c'était nouveau il y a 18 ans, ça ne l'est plus vraiment, etc. Donc voilà, on a une exigence et on a un devoir, en fait, de pas devenir un vieux média. Et je pense que c'est très très important. Et c'est quelque chose dont on a conscience et qu'on a chevillé au corps. Parce qu'en fait, si on n'a pas ça, bah en fait, oui, on peut continuer, avoir un lectorat qui vieillit avec nous. Et puis à la fin, bon, bah voilà, on va tous au même endroit. Hein. Donc, non, évidemment, on a le devoir de se renouveler là-dessus. Bonjour, je pense que mon intervention, elle vient un peu dans la suite de tout ce qui s'est dit avant. C'est que vous avez parlé de convergence au niveau des luttes, mais moi j'ai de plus en plus de mal à pas sombrer dans une forme de complotisme où j'ai l'impression que justement les puissants sont déjà en convergence. Que ça soit déjà, on a eu la loi Darmanin qui accélère le processus de plaider coupable et qui sape les droits de la défense. Puis on a la loi permis de tuer, puis on a l'ensemble de lois liberticides qui rendent même le fait de manifester quelque chose d'effrayant alors que c'est un droit citoyen. On se demande s'ils sont pas en train de préparer le monde d'après. Et qu'en même temps, nous, on est peut-être dans notre divertissement, c'est qu'on a l'impression de faire du militantisme en partageant des choses, en scrollant, en se rendant dans des manifs. Mais tout à la fois, ça devient qu'une sorte de divertissement constant, même le fait de lutter. Ils ont réussi à transformer ça en une commodité. Et je me demandais à quel moment est-ce que on va éviter de parler de révolution. Est-ce qu'on a besoin d'une révolution ? Est-ce qu'on va juste passer par un processus démocratique, par les urnes, quand on voit que le droit est manipulé de façon à devenir un instrument aux mains des puissants ? Il y a un moment où comment on fait pour sortir de ce désespoir et de se dire il faut juste que ça va accélérer, ça va péter un moment peut-être, je sais pas. Je vais laisser Achraf répondre, mais juste pour dire que il n'est pas complotiste de dire que les puissants ont des intérêts convergents. Enfin, je veux dire, ça a été relativement bien documenté historiquement, etc. Enfin, évidemment. Ensuite, sur les moyens de la lutte, etc., je pense que Achraf va pouvoir répondre, mais c'est une certitude et c'est d'ailleurs des choses que malheureusement, puisque c'est mon travail, qu'on chronique très régulièrement, les intérêts convergents des gens qui nous dirigent, que ce soit les élites médiatiques, que ce soit les élites financières, que ce soit les élites économiques, que ce soit les élites politiques, qu'elles soient étiquetées à l'extrême droite ou étiquetées autrement, mais reprenant les obsessions de l'extrême droite. C'est des convergences parce qu'il y a même parfois des confluences, parce que ça arrive aussi de l'autre côté, qu'on constate et qu'on chronique et qu'on déplore et qu'on dénonce, mais qui existent. Ça, c'est une certitude. Achraf, ça sera le mot de la fin. Ah ouais, responsabilité de ouf. Surtout que c'est vraiment une très bonne question. Et c'est un débat des mouvements millénaires. Est-ce qu'il faut organiser la révolution ? Qui est le sujet révolutionnaire ? Est-ce qu'il faut même prendre l'appareil d'État ou complètement l'abandonner et destituer ? Est-ce qu'il faut réformer, passer par un processus démocratique ? Ou est-ce que la démocratie en tant que telle est un processus déjà bourgeois qu'on n'arrivera jamais à retourner ? C'est un débat millénaire. Moi, c'est pour ça que j'ai dit et j'ai précisé que c'était un mouvement difficile, que c'était compliqué et que s'il y a quelqu'un qui peut venir et dire j'ai la solution, on n'aurait pas besoin d'en discuter. Et typiquement, tu mentionnais désespoir, c'est un très bon terme, je pense pas qu'il faille le balayer. Moi, typiquement, j'ai été traversé de désespoir beaucoup de fois ces derniers temps. Moi, le sujet qui m'a mis le plus en l'air, c'est la Palestine, typiquement. C'est-à-dire... à quel moment est-ce que toute une fable et une pièce de théâtre qu'on nous a mentionnée sur l'ONU, sur le Conseil de sécurité, quand tu regardes la composition, c'est plus un conseil d'insécurité que un conseil de sécurité en vrai.
le droit international, des décennies justement de promotion de ce droit international, et pour qu'à la fin, il y ait autant de gens, d'enfants, de femmes, d'hommes innocents qui meurent sous un génocide. À partir de ce moment-là, on peut déjà lever le stylo, parce que moi, à ce moment-là, il y a une partie de ma naïveté qui s'en est allée pour toujours, tu vois. Et du coup, la question qui vient, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça ? Il y a une partie du moment où le désespoir te touche trop, et moi ça a été mon cas, et donc du coup il y a un coup d'arrêt complet, et on se dit que ce qu'on est en train de faire n'a plus aucune espèce de valeur si jamais justement il y a ces injustices qui existent, et si en plus celles et ceux qui dénoncent juste ces injustices, parce que pour moi c'est ça qui m'a aussi le plus frappé, c'est qu'il y a des gens qui sont réprimés, qui vivent des procès, juste parce qu'elles disent c'est scandaleux qu'un génocide se passe et que des gens décèdent. C'est le cas d'une camarade comme Rima Hassan qui a mobilisé et qui a été très très suivie justement en France et qui a eu le courage de visibiliser ça et de prendre tout un tas de coups et qui a je ne sais pas combien de dizaines de procédures parce qu'elle dénonce simplement ce fait, et c'est son peuple accessoirement. Et moi le truc que j'essaie de me dire, c'est que si jamais le fait d'accuser le coup, c'est naturel et c'est important, parce que sinon on devient complètement à côté de la plaque. C'est normal d'être vraiment au fond du trou lorsqu'on voit ça, et c'est anormal de ne pas l'être pour moi. Et puis ensuite il y a le sujet de il y a des débats dans les mouvements, faut être dans les mouvements, faut mettre sa main à l'édifice. Je prends la métaphore d'une cathédrale, mais pour moi c'est la meilleure métaphore, c'est-à-dire on construit une cathédrale. Une personne individuelle ne peut pas construire une cathédrale seule, et on ne verra jamais la cathédrale finie de notre vivant. Et ça ajoute un brin d'humilité pour moi à ce travail-là. C'est qu'on ne verra pas la cathédrale finie de notre vivant, et notre rôle c'est de tailler la plus belle pierre. Et pour moi c'est ça qu'on essaie de faire lorsqu'on donne de la force aux mouvements qui soutiennent la Palestine, lorsqu'on est dans les mouvements qui soutiennent les luttes contre les violences policières, lorsqu'on est dans les mouvements de dénonciation de la réforme des retraites, etc., etc. C'est qu'on essaie de mettre notre plus belle pierre, et on peut toujours la polir d'une meilleure manière, qu'elle soit par le processus révolutionnaire ou par un processus démocratique. Je penche pour un des deux, mais il y a toujours des débats, et on peut en plus toujours faire plus. Donc c'est comme ça que j'essaie de ne pas devenir... Merci beaucoup. On va s'arrêter là parce qu'il est déjà 22h, mais je voudrais vraiment vous remercier chaleureusement pour la qualité des interventions et la qualité d'écoute qui se sont produits dans cette salle ce soir, et franchement c'est hyper porteur. Donc merci beaucoup à tout le monde, et merci beaucoup à toute l'équipe qui a tout organisé, les micros, la lumière, la captation, accueillir les gens, mettre les chaises. Merci à tout le monde et bonne soirée.